Madame, mademoiselle, monsieur, en donnant à TVL avant le 31 décembre, vous construisez le budget de la chaîne pour les 365 jours à venir et pour, au-delà, conforter notre indépendance éditoriale et notre indépendance économique. Cette indépendance économique s'acquiert face au mur de 6 milliards d'euros et plus que perçoit la caste médiatique, le système médiatique que nous combattons. 6 milliards et plus d'aides publiques, d'argent ponctionné, dérobé dans nos poches. Pendant ce temps, vous le savez, pour défendre nos idées, nous ne disposons d'aucune aide ou subvention. TVL avance en se battant continuellement pour trouver ses financements, pour sa survie. Tel est le prix à payer pour la liberté. Oui, la liberté a un prix. Si avant le 31 décembre, chacun des 6 millions de téléspectateurs mensuels de la chaîne, chacun des 1 100 000 abonnés TVL sur les plateformes vidéo et les réseaux sociaux participe à l'effort en faisant un don, même d'une toute petite somme, le budget est bouclé. TV Liberté est à nouveau plus solide et plus fort. Au moment où je m'adresse à vous, nous sommes loin, très loin de notre objectif de budget pour 2024. Oui, la liberté a un prix, celui de votre engagement concret, celui d'une contribution financière défiscalisée qui vous permette de donner volontairement votre impôt à TVL, qui vous informe, qui vous défend, qui vous représente, qui vous respecte. Il ne reste que quelques jours. Est-ce que nous pouvons compter sur vous ? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique et Économie, cette semaine en compagnie de Stanislas Berton. Bonjour Stanislas. Bonjour Pierre. Stanislas, ancien chef d'entreprise, vous vous consacrez aujourd'hui à l'analyse économique et à la gestion des risques. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, La France retrouvée et L'homme et la cité en 3 tomes. Tous à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Et avant de commencer cet entretien, je vous incite comme d'habitude à vous abonner à notre chaîne, à nous laisser un pouce en l'air, à commenter et à partager cette vidéo pour un meilleur référencement toujours de TV Liberté sur Internet. Stanislas Berton, commençons avec le projet mondialiste qui, avec la guerre en Ukraine et la montée en puissance des BRICS, ce projet semble avoir pris du plomb dans l'aile. Ce mondialisme que vous voyez comme étant un projet politique, mais aussi religieux, est-il mort ? Alors en tout cas, oui, vous avez raison de le souligner, il a du plomb dans l'aile et il a du plomb surtout par rapport à ce qui a été prévu, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y avait une feuille de route, le fameux agenda 2030 par exemple, et puis il y avait des choses qui étaient prévues, notamment pour la guerre en Ukraine, pour le Covid, et les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû, notamment il y a la présidence de Donald Trump en 2016 qui a fait dérailler, on a vu aussi que là, il y avait ce qui s'est passé en Ukraine qui reconstitue une véritable défaite aussi pour le mondialisme, et bien sûr on en parlera dans cet entretien, ce qui touche à la fin du dollar, donc on voit vraiment ce projet mondialiste qui est en recul. Alors juste pour rappeler, parce que quand on parle de mondialisme, il faut parler de quoi on parle, c'est-à-dire il y a cette dimension politique que vous avez évoquée, qui est la disparition des nations, c'est-à-dire c'est en fait la disparition des États souverains, et de passer à un monde unifié selon la théorie des mondialistes, mais en fait qui détruirait le politique, c'est-à-dire qu'en fait il y aurait une supra-gouvernance qui détruirait justement les corps politiques et aussi la conflictualité qui fait les rapports entre États, mais aussi en effet un projet religieux, puisque quand on creuse le mondialisme en fait dans son idéologie profonde, c'est un projet en fait qui est profondément en fait raciste dans le sens premier du terme, c'est-à-dire qu'il voit une élite autoproclamée, une élite d'élus, d'initiés, qui régnerait en maître sur l'humanité, avec des humains qui n'auraient pas été remplacés par l'automatisation, par l'IA, etc., qui vivraient en fait en véritable esclave dans une espèce de dystopie où tout le monde serait surveillé, pucé, tracé.
Et quand on creuse encore un petit peu, il y a cette idée fondamentale que, notamment à travers le transhumanisme, on peut changer la nature de l'homme et opérer cette fusion entre l'homme et la machine. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment ces deux dimensions du mondialisme, cette dimension politique et cette dimension qui est vraiment messianique. Et c'est contre ces deux visions, à la fois disparition des États et volonté de faire table rase de la nature humaine, bien qu'une grande partie du monde est en train de se battre. Alors, les applications concrètes de ce mondialisme politique et religieuse, messianique, dites-vous, où les voit-on dans notre société aujourd'hui ? On les voit déjà, alors politiquement, on les voit partout. On voit que les États-nations sont en recul, en fait, qu'ils ne deviennent que des exécutants, en fait, d'ordres qui viennent de beaucoup plus haut. Donc là, ces derniers jours, il était question de faire un super État européen. Donc ça, c'est une vieille lune mondialiste. Et on sait que tous les pères de l'Europe, présentés comme tels, Schuman, Monnet, etc., étaient en fait des agents de ce projet mondialiste qui agit par le biais des États-Unis, notamment la CIA. Donc ça, c'est cette dimension-là. Pour l'OMS, je pense que les téléspectateurs de TVL le savent, il y a ce projet en fait de donner la possibilité à l'OMS de s'autosaisir et de déclarer, se donner les pleins pouvoirs en cas de pandémie. C'est-à-dire une pandémie qu'elle déclarerait elle-même lui permettrait de prendre des décisions sur la santé au-dessus des États. C'est-à-dire que les États ne seraient plus souverains pour décider de leur propre politique de santé lors d'une pandémie déclarée par l'OMS. Donc ça, ce sont des exemples politiques, et on voit de manière générale qu'il y a une feuille de route qui s'applique. Et ensuite, au niveau justement du transhumanisme, on voit de plus en plus, alors on l'a eu l'exemple avec le Covid, une société de traçage, de fichage. Là, on a eu récemment la déclaration que pendant les Jeux Olympiques de Paris, il y aurait ce qui s'appelle un confinement olympique, avec la vidéosurveillance, la reconnaissance faciale. Tout ça se met en place petit à petit, et ça participe d'une stratégie, puisque la stratégie définie par le mondialisme et depuis longue date, c'est le gradualisme. C'est-à-dire on ne fait plus la révolution, c'est plus le grand soir avec des événements brutaux qui viennent tout chambouler. Ça se met progressivement en place et toujours en essayant d'avoir le consentement du peuple. Donc c'est toujours pour votre sécurité, pour votre bien-être, et en fait ces choses-là se mettent en place, et en fait on a les exemples tout autour de nous dans l'actualité. Et du social, on est plutôt allé, en tout cas c'est ce que font les élites, vers le sociétal avec le wokisme qui se met en place. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de l'avancée du wokisme aujourd'hui ? Oui, alors le wokisme, c'est un aspect de ça. Donc c'est l'idée justement de cette espèce d'égalitarisme forcené, enfin non, plutôt la dictature des minorités. C'est-à-dire que c'est une inversion. C'est-à-dire que normalement c'est la majorité, la culture majoritaire ou même la culture traditionnelle, sans parler de qui impose sa norme sociale, et la minorité qui existe en tant que marge au sein d'une culture majoritaire dominante. Là, avec le wokisme, tout est inversé. C'est la majorité et tout ce qui s'apparente à la tradition qui est ordonné, sommé de se plier aux désirs des minorités. Donc on est dans cette inversion complète, c'est vraiment la marge qui fait la loi, et on a aussi tous ces délires, tout ce qui touche par exemple au transgenre, à l'inclusivité, la promotion des droits LGBT, et tout ça, il faut bien avoir conscience que ça ne tombe pas du ciel, c'est poussé, et notamment poussé par des choses très puissantes, des think tanks, par exemple le CFR, le groupe Bilderberg, etc., et aussi par le biais des grandes entreprises, des entreprises cotées, avec les ESG, donc les critères sociaux et environnementaux. Et on citera aux auditeurs, il y avait Larry Fink, le PDG de BlackRock, qui disait il y a quelques années, avec ces ESG, nous allons pouvoir forcer les comportements. Alors vous voyez dans l'année 2024 une année charnière dans l'histoire du monde. Certains observateurs nous annoncent depuis, en tout cas, l'écriture de cet ouvrage, la grande réinitialisation par Klaus Schwab, une sorte d'apocalypse. D'autres nous annoncent le réveil des nations, des peuples. Qu'est-ce que l'on peut attendre d'une réélection, d'un retour aux affaires de M. Donald Trump lors des prochaines élections américaines ? Alors, en 2024. En 2024, oui. Donc, ce qu'on peut dire déjà, c'est que Donald Trump, pour l'instant, écrase complètement la concurrence. C'est-à-dire qu'il y a des challengers républicains qui sont parfois poussés par les médias, vraiment des candidatures très artificielles. Donald Trump les écrase. Bon, Joe Biden, il vaut mieux pas tirer sur une ambulance, donc on ne va pas en parler. Il est discrédité, même aux yeux de l'électorat démocrate. Et d'ailleurs, la présidence Biden a eu ce mérite de
donné envie à de nombreux démocrates de voter pour Trump. Donc ça, c'est une chose, mais une fois qu'on a dit ça, il y a quand même un problème central qui va se poser pour la présidence pour l'élection de 2024, c'est la question de la fraude électorale qui n'est toujours pas résolue, puisque Donald Trump n'a jamais cessé, et il continue de le faire encore aujourd'hui, de dire qu'il a gagné l'élection présidentielle de 2020 massivement. Et j'ai même écrit sur ce point dans le volume 2 de mes essais. Donc il y a vraiment des preuves indiscutables d'une fraude électorale à grande échelle. Donc la question, c'est cette fraude électorale qui a eu lieu en 2020. Peut-elle se répéter ? Voilà, en 2024, sachant que alors que Donald Trump avait tous les leviers du pouvoir en 2016, a priori, il ne les a plus en 2024, puisque c'est Joe Biden qui est officiellement le président. Mais pour revenir à la question plus profonde qui travaille la société américaine, c'est que le vrai danger pour la société américaine, c'est de devenir les États désunis d'Amérique. C'est-à-dire qu'il y a une vraie tension aujourd'hui qu'on voit entre les grandes villes qui sont essentiellement sur les côtes ou les grandes métropoles, cette Amérique rurale, profonde, qui ne veut pas justement du wokisme, qui ne veut pas du projet mondialiste. Et il y a un degré de tension dans la société américaine qui est énorme, qui est devenu presque explosif en 2020 avec les émeutes Black Lives Matter. Et donc tout l'enjeu du futur président des États-Unis, a priori, si c'est Donald Trump, eh bien, c'est d'éviter cette implosion des États-Unis. Ça, c'est le vrai enjeu. La division entre les côtes qui sont plutôt démocrates, citadines, et le cœur plutôt rural. Alors, il y a ça, en effet, qui est une possibilité, mais il y a aussi ce danger qui était la grande peur, en fait, le vrai fil rouge de la présidence de Donald Trump, c'est d'éviter un état de chaos qui justifierait, le scénario a même été envisagé, c'est pas de la science-fiction, l'envoi de casques bleus aux États-Unis par l'ONU pour maintenir la paix, c'est-à-dire de dire le pouvoir politique n'est plus capable d'assurer, donc il faut un maintien de l'ordre, et c'est justement ce que les mondialistes voulaient faire, c'est-à-dire avoir un prétexte pour intervenir dans les affaires internes des États-Unis. C'est ce qu'a essayé de faire éviter Donald Trump. Vous voyez vraiment aujourd'hui les ferments d'une guerre civile aux États-Unis aujourd'hui ? Alors elle est latente et tout est fait pour l'exciter par les forces mondialistes. Mais je pense que là, on est plutôt sur la pente descendante. Vraiment, l'apogée, ça a été les émeutes de 2020, Black Lives Matter, où il y a vraiment eu des comtés entiers qui ont été mis à feu et à sang, avec d'un côté des émeutiers démocrates qui étaient surexcités et de l'autre des patriotes américains prêts à en découdre, armés jusqu'aux dents. Donc c'était une situation extrêmement explosive. Mais ce risque-là est toujours présent. Et je pense que l'effet d'une présidence Biden a été justement de montrer à de nombreux démocrates que suivre aveuglément le Parti démocrate n'était pas forcément une bonne idée, et paradoxalement d'apaiser la situation. Et peut-être que, et Donald Trump d'ailleurs joue beaucoup là-dessus dans sa campagne, de se présenter en fait comme quelqu'un qui apaiserait la situation, y compris du point de vue international, puisqu'il n'a cessé de répéter que si lui était président, la guerre en Ukraine s'arrêterait en 24 heures, qu'il n'enverrait plus des milliards soutenir la machine de guerre de Kiev. Donc on voit que les Américains, en fait, paradoxalement, seraient peut-être tentés de voter pour Donald Trump pour apaiser la situation. Alors, plusieurs nations résistent à l'impérialisme américain depuis quelques années maintenant, la Russie, la Chine. Le président chinois Xi Jinping a d'ailleurs déclaré cette année à son homologue Poutine, le russe, je le cite, « Nous vivons des changements tels qu'il n'en arrive qu'une fois par siècle ». Qu'est-ce qu'il a derrière la tête, ce président Xi Jinping ? Ce qu'il est en train de dire à travers ça, c'est ce qui est en train de se terminer, c'est l'hégémonie. Alors déjà, d'une part, de l'Amérique, qui était le gendarme du monde, la puissance dominante, qui imposait justement sa loi avec son armée et le dollar, et les deux étant liés. C'est-à-dire que tous les pays qui auraient pu tenter de s'émanciper de la tutelle financière américaine, l'armée américaine et toutes ces manifestations, c'est-à-dire aujourd'hui dans des guerres hybrides, il y a bien sûr l'armée militaire classique, mais aussi la déstabilisation par les médias, la propagande, etc. Le soft power. Le soft power, exactement, ou les opérations psychologiques, révolution de couleur, etc. Donc il y a tous ces éléments-là qui sont présents, mais qui sont, je dirais, affaiblis, diminués. L'Amérique est plutôt sur la défensive actuellement. Et en fait, ce qui se passe avec cette alliance, notamment russo-chinoise, c'est cette contestation de ce nouvel ordre, du nouvel ordre dominé par les États-Unis, avec l'émergence d'un monde plus multipolaire, alors incarné symboliquement par les BRICS. Et donc c'est tout ça qui est en train de se jouer, et on voit qu'il y a justement cette stratégie en fait d'essayer d'endiguer cette émancipation des peuples. Alors, on l'a entendu récemment, le Congrès américain a refusé une nouvelle aide financière à l'Ukraine de Volodymyr Zelensky pour continuer la guerre. Combien de temps reste-t-il à Kiev avant de devoir négocier une paix avec Moscou ?
Alors ça, c'est difficile de donner un agenda très précis, mais c'est une question, je pense, de mois. Et alors que l'on rentre en plein hiver. Oui, exactement. Mais là, on voit que les difficultés sont absolument colossales. Mais ce qu'il faut rappeler, parce que c'est le plus tragique dans toute cette histoire, c'est qu'on sait aujourd'hui que le pouvoir de Kiev était prêt à négocier avec les Russes dès mars 2022, c'est-à-dire un mois après le début de l'offensive. L'accord d'Istanbul. Voilà, exactement. Et que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu notamment le voyage de Boris Johnson à Kiev, qui a dit en fait à Zelensky, non, il faut que vous continuiez, battez-vous, parce que la stratégie, c'était de dire, en fait, le pouvoir russe va craquer, l'effet des sanctions de la guerre, ils comptaient jouer, comme ils font souvent, sur la contestation interne, c'est-à-dire que les élites russes allaient lâcher le Kremlin, que la société russe n'allait pas accepter la logique de la guerre, le sacrifice des enfants, etc., de ces enfants, des conscrits, et donc ils misaient sur ça, mais la machine russe a non seulement tenu, mais s'est renforcée, donc en fait, tout ça pour ça, et c'est le paradoxe de ce que fait Washington et leurs alliés britanniques, parce qu'il ne faut pas oublier le rôle des Britanniques qui est souvent éclipsé dans cette affaire, c'est qu'en fait, ils font leur guerre par procuration jusqu'au dernier Ukrainien. C'est-à-dire qu'on a sacrifié les Ukrainiens pour les intérêts de l'oligarchie mondialiste britannique et américaine, et en fait pour des résultats finalement aujourd'hui qui sont nuls et qui vont aboutir exactement au même résultat, et peut-être même pire, que ce qui aurait pu être négocié dès mars 2022. Les Occidentaux s'attendaient donc que la Russie s'écroule, que le régime de Vladimir Poutine s'écroule, mais il n'en est rien. Comment vous expliquez qu'ils se soient à ce point trompés ? Alors je pense qu'il y a eu une véritable arrogance, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs facteurs. Il y a eu une arrogance de l'Occident, convaincu de sa supériorité, et un Occident qui s'est intoxiqué avec ses propres mensonges. C'est-à-dire qu'ils ont raconté tellement de choses fausses, destinées justement à mobiliser l'opinion publique, à faire croire un état de délabrement de la Russie. Et je pense que les Russes, sachant ça, ont joué aussi sur cette corde-là, en accentuant leur faiblesse, en faisant croire que finalement ils n'étaient pas prêts, ils avaient une société défaillante, un appareil militaro-industriel obsolète, et en fait c'était aussi une stratégie pour sûrement peut-être duper les Occidentaux qui sont tombés dans le panneau. Alors pour vous, Stanislas Berthon, la prochaine étape des États-Unis sera de diaboliser la Chine pour préparer l'opinion américaine à un conflit avec la Chine. À quelle forme de conflit pensez-vous ? Alors la grosse pomme de discorde, c'est autour de Taïwan. On sait que la Chine a toujours dit qu'elle voulait récupérer Taïwan, que Taïwan fait partie de la Chine. Donc ça, c'est un peu l'équivalent de la Crimée ou du Donbass pour la Chine. Est-ce que c'est une ligne rouge pour les États-Unis, Taïwan ? Mais pour les deux, c'est-à-dire pour la Chine et pour les États-Unis, et la Taïwan est un peu une espèce de tête de pont, américaine, ou en tout cas liée à l'hégémonie. Et donc les Chinois, eux, ont toujours voulu récupérer. Et puis il y a toute une dimension stratégique avec les usines de microconducteurs, de microprocesseurs qui sont à Taïwan, qui sont stratégiques même au niveau mondial. Donc c'est un sujet très important. Mais en fait, la diabolisation de la Chine, elle est déjà en cours. C'est-à-dire que de la même manière que pendant 20 ou 30 ans, même plus avec la guerre froide, il y a eu cette diabolisation de la Russie. Là, on le voit aussi, la Chine est diabolisée. On présente toutes les initiatives chinoises comme des menées impérialistes, etc. Et donc, il y a très peu de voix qui donnent un autre son de cloche sur la Chine. Les Américains, les citoyens américains sont déjà préparés, conditionnés à cette haine envers la Chine en vue d'un conflit. Exactement, mais la même chose en France. J'ai vu, je crois, récemment une publication qui disait du renseignement français qui parlait de la menace chinoise, mais qui ne parle jamais de la subversion et de l'infiltration des atlantistes, de tout ce qui est lié au mondialisme ou à l'impérialisme américain dans la société française. On se concentre sur l'ingérence ou l'infiltration chinoise ou la subversion chinoise, mais pas sur d'autres choses. Donc on met l'accent sur la Chine et on attribue des choses. Par exemple, quand on parle du crédit social à la Chine, c'est une manière de détourner l'attention du fait que ces outils-là sont déjà des créations occidentales et qui vont être appliquées chez nous aussi et qui ont vocation au départ à être appliquées en Occident.
Donc heureusement, il y a des gens qui remettent un peu les pendules à l'heure. Je pense à par exemple Laurent Michelon, que je crois vous l'avez déjà reçu ici à TV Liberté, qui donne un peu une autre vision de la Chine. Mais il faut vraiment avoir conscience que ce qu'on prépare, on prépare les opinions publiques à une confrontation avec la Chine et ça sera vendu de la même manière qu'avec l'Ukraine. Mais on voit déjà les États-Unis reculer dans cette guerre de proxy contre la Russie. Est-ce qu'ils ont vraiment l'intention de s'engager contre l'armée chinoise? C'est autre chose. Alors c'est autre chose, mais là on partirait du principe qu'on est face à des acteurs qui sont rationnels. C'est-à-dire qu'on a vu que dans le cas de l'Ukraine, c'était la même chose. Ils se sont entêtés alors qu'ils n'avaient en fait aucune chance de l'emporter. Ils ont sacrifié l'Ukraine. Ils ont envoyé des milliards d'armements au point de vider leur propre stock stratégique. Donc on est un peu dans une espèce de fuite en avant. Donc si on était face à des acteurs qui sont dans une stratégie rationnelle, je serais d'accord avec vous. Mais est-ce que là, on n'est pas dans cette stratégie un peu de la terre brûlée, de dire on va jouer jusqu'au bout, puis de toute façon, les gens qui prennent ces décisions, ce ne sont pas eux qui vont mourir à la guerre. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils sacrifient à chaque fois leur pions. Là, ils ont sacrifié les Ukrainiens. Demain, ils peuvent essayer de sacrifier d'autres pions dans cette guerre avec la Chine, tant que ça ne les impacte pas directement. L'élection présidentielle américaine aura donc lieu dans moins d'1 an. Est-ce que cette diabolisation sera toujours d'actualité si c'est Trump qui l'emporte? Alors Trump a toujours mis en avant le fait, ce qui est vrai d'ailleurs, qu'il était le seul président à ne pas avoir déclenché une nouvelle guerre depuis au moins 40 ou 50 ans. Donc je pense qu'avec la Chine, il y aura cette rivalité, parce qu'il y a clairement une rivalité entre cette puissance en déclin et cette puissance qui est en train de s'affirmer, qui est la Chine. Mais il y a plutôt, je pense, avec Trump, une rivalité, une compétition dans ce nouveau monde multipolaire, qu'une volonté de véritable guerre. Et je repense notamment à la grande tournée diplomatique qu'avait fait Trump en 2017, je crois, où il avait été reçu en grande pompe par Xi Jinping à Pékin. Et donc je pense que ça participe de ces efforts où, justement, contre cette volonté d'hégémonie mondialiste, il y a des accords lucides et rationnels entre des grandes puissances qui décident de rester dans une compétition classique interétatique, mais de faire peut-être une espèce de front commun sur certains sujets contre le mondialisme. J'ai trouvé cette phrase dans vos travaux, Stanislas Bertrand, je la cite, « C'est toujours le peuple manipulé par le mondialisme qui est envoyé à la boucherie comme en 14-18 ou plus récemment en Ukraine ». Stanislas Bertrand, les guerres ont toujours existé, on le sait. Pourquoi les liez-vous au mondialisme spécialement ? Alors il faut bien distinguer la différence avec les anciennes guerres, qui étaient déjà beaucoup plus encadrées et qui étaient surtout des affaires, de petite taille. C'est-à-dire que c'était des armées avec l'aristocratie, la noblesse, plus des mercenaires. Après, à partir de l'ère moderne, notamment avec la Révolution française, on passe à des guerres de masse où on fait la levée en masse, on fait la levée des conscrits. Donc là, c'est des guerres qui sont beaucoup plus massives et qui impliquent tout le peuple. Donc ça, c'est déjà une nouveauté. Et après, quand on analyse en effet ces conflits, on se rend compte que c'est le mondialisme qui est derrière. Il y a des travaux récents que j'ai cités qui montrent justement la responsabilité des Britanniques dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale, qu'on a attribué à l'Allemagne, alors qu'en fait c'est un jeu très pervers du mondialisme britannique pour saigner la France et affaiblir le rival à ce moment-là, notamment commercial, qui est l'Allemagne. Et en fait, pour donner la clé en fait, pour comprendre ça, il y a toujours, quand on analyse, 3 motivations quand le mondialisme déclenche une guerre. C'est-à-dire qu'il y a la motivation économique, on va faire de l'argent, on va faire des affaires, on va détruire un concurrent. Il y a une motivation politique, c'est-à-dire qu'on va avancer dans ce projet supranational. On voit qu'il y a par exemple la Société des Nations qui est créée après la Première Guerre mondiale, puis l'ONU après la Deuxième. Donc on avance toujours vers le supranationalisme. Et puis il y a une dimension toujours religieuse, messianique. Et là, on est plus de l'ordre du sacrifice à grande échelle. Et si on prend donc ça du sacrifice humain. Exactement. Et à quoi ça renvoie l'idée d'un sacrifice humain ? Là, on est toujours. Alors, on touche à ce que j'évoque dans mes travaux, la dimension religieuse clairement satanique qu'il y a derrière le nouvel ordre mondial, avec l'idée que comme le Dieu qui n'adore n'est pas un Dieu chrétien, mais un Dieu qui exige des sacrifices, il faut faire des sacrifices pour plaire aux dieux, pour apaiser les dieux, et pour faire, alors ça c'est eux qui le disent, faire accélérer la venue de l'Antéchrist. Et c'est qui eux ? Parce que vous parlez d'un dieu. Qui est ce dieu et qui seraient ses adorateurs ? Alors ce sont ce que on peut appeler les lucifériens ou les satanistes, qui ont ces croyances, donc à travers diverses divinités, donc notamment Lucifer ou sous certains avatars comme le dieu Baal ou Moloch par exemple.
Alors, la résistance des BRICS est lancée depuis 2014. La Russie a montré la voie après les sanctions occidentales contre son économie. Où en est cette dédollarisation des économies des BRICS ? Elle continue alors à se faire, c'est un processus lent. J'en parlais déjà d'ailleurs à l'été 2022 avec vous et on a vu que ce que j'avais dit à ce moment-là s'est réalisé. Et en fait, ce processus avance à bas bruit. C'est-à-dire récemment, là je crois que la semaine dernière, il y a eu par exemple une mesure un peu technique, ça s'appelle un currency swap entre l'Arabie Saoudite et la Chine. Donc ce qui permet à ces deux États, en fait, à travers des échanges de grands volumes de monnaie, donc des dinars et des yuans, d'acheter directement l'un avec l'autre sans passer par le dollar. Il y a énormément de choses comme ça qui se passent. Donc on voit que les échanges sont en train de se dédollariser progressivement. Et à la limite, c'est une bonne chose que ça se passe de façon progressive, parce que sinon, en fait, ça serait un crack pour l'économie mondiale qui serait extrêmement violent pour tout le monde, pour les États-Unis et aussi pour la zone euro. Donc ça, c'est quelque chose qui se déroule progressivement et c'est pas forcément plus mal. Alors, pendant que ces économies dédollarisent leurs finances, elles achètent massivement de l'or. En tout cas, c'est ce que font les banques centrales de ces pays des BRICS. Comment ça s'organise, ces achats d'or ? Oui, alors il y a une vraie tendance de fond depuis plusieurs années qui est l'achat massif d'or par les banques centrales. Donc là, récemment, il y a eu le gouverneur, je crois, de la Banque centrale des Pays-Bas qui a un peu vendu la mèche en disant qu'ils avaient reconstitué leur stock d'or pour obtenir certains ratios. On sait que la Pologne a acheté beaucoup d'or, la Turquie aussi, je crois. Les Chinois, bien sûr, eux, rachètent et prennent tout l'or que leurs mines arrivent à extraire. Donc il y a vraiment une idée de dire qu'il faut refonder les économies sur des actifs plus tangibles que la monnaie virtuelle, la monnaie, ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Et je rappellerai toujours cette magnifique citation de J.P. Morgan, grand banquier mondialiste devant l'Éternel. La seule vraie monnaie, c'est l'or et l'argent. Tout le reste, c'est du crédit. Alors, on va faire une pause et on évoquera dans un instant ce clivage entre pays mondialistes et pays patriotes. S'agit-il d'un vrai clivage ? À tout de suite. On continue notre entretien avec Stanislas Berthon. Alors, Stanislas, certains observateurs dénoncent un faux clivage entre pays mondialistes et pays patriotes en affirmant que la Russie et la Chine seraient en réalité aux mains de tenants de gouvernements mondialistes malgré une opposition aux États-Unis. On s'en souvient. En tout cas, à TV Liberté, on en a déjà parlé. En 2011, Vladimir Poutine, qui appelait de ses voeux l'Union eurasiatique, qui naîtra en 2014, disait ceci, je le cite, « Nous proposons un modèle d'unification puissante et supranationale capable de devenir l'un des pôles du monde contemporain. » Ce supranationalisme qu'il appelle de ses voeux le président Poutine, n'est-ce pas l'essence du mondialisme, comme vous le disiez tout à l'heure, avec la Société des Nations et l'ONU? Alors ça, c'est notamment ce que vous évoquez, c'est la thèse de Pierre Hillard qui dit qu'il ne faut pas se laisser duper par ce que peut faire un Trump ou un Poutine, et qu'en fait, ce sont deux faces différentes du mondialisme. C'est-à-dire il y aurait un mondialisme cosmopolite qui voudrait dissoudre en fait tout le monde dans une grande communauté politique, puis il y aurait un mondialisme, on va dire nationaliste, qui voudrait en fait, qui partage certains objectifs du mondialisme, mais qui en fait voudrait par volonté de puissance ou de garder en fait une forme de souveraineté nationale, ou en tout cas des grands ensembles, donc comme l'Union eurasiatique, comme la Chine qui est en fait un État-civilisation. La Russie prétend à la même, au même statut d'État-civilisation. Donc ça, c'est un vrai débat qui peut y avoir. On n'est pas dans le secret des dirigeants, donc on ne sait pas. On peut analyser certaines choses. C'est vrai qu'il y a certains points qui recoupent. Après, moi, je ramène toujours ça à deux points, notre intérêt en tant que Français. Parce que la question, c'est ça. La vérité, c'est que même si ça est vrai, ceux qui dénoncent en fait l'illusion d'une résistance au mondialisme, la France n'a pas les moyens, et les résistants français, les patriotes français encore moins, de peser sur ce processus. Malheureusement, on n'est pas un pays avec la puissance nécessaire pour s'opposer à la Russie, à la Chine, à ces grands blocs. La meilleure chose qu'on puisse faire, c'est avoir une stratégie qui était déjà un peu celle de De Gaulle et qui est celle de pays comme la Turquie ou l'Inde,
l'Inde, c'est-à-dire de jouer un bloc contre l'autre selon nos intérêts, c'est-à-dire un coup les États-Unis, un coup la Russie, un coup la Chine, essayer de faire développer l'intérêt national. Si on ne veut pas être dans cette logique justement de mondialisme national, c'est la marge de manœuvre qui reste à la France, et c'est pour ça que moi, dans mon dernier livre, j'ai proposé à travers un essai qui s'appelle « De la civilisation française », de dire que la France, à condition qu'elle redevienne une grande puissance catholique, peut prétendre à ce statut d'État-civilisation également, au même titre que la Chine et que la Russie, à condition qu'elle englobe, en assumant sa vocation chrétienne, eh bien qu'elle intègre par exemple les Canadiens québécois, la Belgique, la Suisse romande, et qu'il y ait cette espèce d'unité civilisationnelle francophone. Mais pour tout ça, il faut un cœur, et ce cœur, ça ne peut être que le christianisme. Et que la France s'assume en tant que grande puissance catholique dans ce monde multipolaire, avec d'un côté une Amérique protestante, une Russie orthodoxe et une Chine confucéenne. Alors, on en a déjà parlé sur le plateau de Politique et Économie, notamment avec Marc-Gabriel Draghi, le sujet des monnaies numériques. Les banques centrales de l'Union européenne et des États-Unis ont commencé les préparatifs en vue de les développer. Elles pourront donc, ces banques centrales, tracer les dépenses de tout un chacun. Christine Lagarde, qui dirige la BCE, ne s'en cache pas. La Russie et la Chine sont également sur ces projets de monnaie numérique. Le yuan numérique est déjà en circulation. Donc pourquoi les pays émergents, la Russie, la Chine, s'alignent-ils sur les États-Unis, sur l'Occident, en suivant ce modèle avec l'émergence de monnaie numérique ? Alors ça, c'est un argument, vous avez raison, qui est donné par ceux qui pensent que c'est une illusion d'avoir c'est une fausse opposition entre les différents blocs. Entre patriotes et mondialistes. Et dits mondialistes. Et dits mondialistes, et qu'en fait, ils se rejoignent avec justement la mise en place des monnaies numériques. Alors pour les auditeurs, il faut quand même rappeler que c'est le traçage, en fait, de toutes vos dépenses et la possibilité même de programmer la monnaie, c'est-à-dire qu'une monnaie 100% numérique, on peut dire, ces 10 euros-là, on les programme pour que vous ne puissiez, par exemple, acheter que de la viande, que de l'essence, ne mettre que dans votre loyer, et quand vous aurez épuisé, par exemple, vos euros essence, vous ne pourrez plus faire le plein. Donc ça, c'est un outil de contrôle extrêmement puissant, qui est assumé par les mondialistes, complètement, d'aller vers ça. Alors, la question, c'est pourquoi c'est mis en place? Pour répondre, ça, c'est l'autre versant. Donc, il y a la thèse très critique de quelqu'un comme Pierre Hillard, et il y a la version de quelqu'un comme Lucien Cerise, qui lui dit, oui, mais on est engagé dans une course à l'armement technologique. Ces pays comme la Russie et la Chine ne peuvent pas laisser en fait la monnaie numérique aux mains notamment des Américains et du mondialisme. Il faut qu'ils développent leurs propres outils pour justement avoir ces outils-là, mais de façon souveraine. Donc ça, c'est une vraie théorie, parce que en effet, c'est comme le système SWIFT, c'est-à-dire que Mais qu'est-ce qui les empêche, ces pays comme la Russie ou la Chine, de ne pas s'aligner sur ce système et de rester avec du cash ? Alors ça, c'est une bonne question, et vous avez raison de dire que le cash est essentiel, et on peut dire aux spectateurs de TV Liberté qu'une bonne résolution pour 2024, c'est de payer encore plus en cash et d'utiliser le cash, parce que ça, c'est vraiment Est-ce important. que la Chine et la Russie obligeront leurs citoyens à ne dépenser que de la monnaie numérique, ou est-ce qu'il y aura en parallèle le cash qui restera Alors, en libre circulation ? ça, c'est là où on va voir, justement, ça va être un peu le moment de vérité. Après, par rapport à ça, il y a aussi une dimension qui est vraiment technique, c'est-à-dire que vu qu'aujourd'hui, on est en train de sortir du système du dollar, ça veut dire qu'on va, de ce qu'on sait par exemple du système Glaciev, on va revenir à des monnaies qui seront fondées sur des actifs tangibles comme l'or ou la base industrielle ou certaines ressources concrètes. Donc, mais on ne peut pas, vu le volume aujourd'hui des échanges internationaux, on ne peut pas revenir à des transactions avec des choses physiques. Donc on doit passer forcément à des échanges. Oui, en réalité, tout est déjà numérisé. Voilà, et surtout, le numérique permet un volume d'échange qui n'est pas possible avec du physique. Donc ça peut être aussi une mesure technique, mais là encore, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, on va tout de suite le savoir. C'est-à-dire que si c'est vraiment un outil de souveraineté et pas en fait une version déguisée du projet mondialiste, en effet, les États laisseront leurs citoyens utiliser le cash, et il y aura une liberté qui sera encore laissée. Si cette liberté saute, là, on saura tout de suite à quoi s'en tenir. Alors, vous évoquez dans vos travaux, Stanislas Berton, revenons à la France, le contrôle de l'information. On a entendu récemment l'ancien Premier ministre, Dominique de Villepin, qui vilipendait le problème de la domination
financière. Il a d'ailleurs eu un espèce de procès médiatique en antisémitisme quand certains journalistes ont déformé ses propos. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette domination financière sur certains médias, sur la plupart des médias de masse ? Ouais. Alors en fait, de quasiment tous les médias de masse, y compris l'audiovisuel public indirectement, il faut déjà savoir que les médias de masse sont depuis toujours, depuis le 18e, même 19e, enfin il n'y a pas vraiment de médias de masse au 18e, mais ça commence, c'est en fait la branche propagande du système mondialiste. Et on sait aujourd'hui que les cursus, par exemple, des grands journalistes qu'on retrouve dans les grands médias, notamment anglo-saxons, en fait, sont indissociables des cursus qui sont suivis par les espions ou par les gens des services de renseignement. Donc on voit, en France, il y a la même chose avec Sciences Po. Donc il faut vraiment comprendre ça, que les médias de masse sont une branche de propagande et ils sont utilisés pour faire de l'ingénierie sociale et pour manipuler l'opinion publique et l'attirer sur les sujets qui servent le système mondialiste. Donc on est complètement dans un contrôle de l'information, dans une désinformation permanente. Il y a tout un essai à ce sujet dans mon dernier livre. Clairement, c'est un enjeu stratégique. Le contrôle de l'information et des médias est aujourd'hui un enjeu stratégique dans cette guerre indirecte menée à la fois entre les États entre eux et de l'oligarchie mondialiste contre les peuples. Je retrouve cette citation du sociologue français Pierre Bourdieu, « Les riches achètent les médias pour donner leur message bien choisi aux pauvres ». Oui, alors il y a la version moderne. On ne peut pas l'accuser d'être d'extrême droite, oui, Monsieur Bourdieu. Alors, il y a la version moderne et illustrative de ça, c'est Xavier Niel qui disait avec beaucoup de cynisme, je cite, « Quand des journalistes m'emmerdent, j'achète je prends des parts dans leur canard et ils me foutent la paix ». Donc c'est exactement la même chose. Le contrôle de ces médias, vous évoquez à ce propos une stratégie de la tension. C'est quoi l'objectif des actionnaires de ces grands médias d'entretenir une tension comme ça ? Alors, la stratégie de la tension, elle sert déjà à empêcher les gens de souffler, de respirer, de réfléchir et de prendre du recul. Parce qu'on sait, notamment en psychologie, que maintenir quelqu'un dans un état de stress permanent, déjà c'est très mauvais et ça empêche de réfléchir la tête froide. Mais aujourd'hui, une illustration de ça, c'est ce qu'on voit avec tous ces faits divers, par exemple ces attaques au couteau, ces attaques terroristes. Il faut bien montrer le caractère pervers justement du mondialisme. Parce que qu'est-ce qui se passe ? C'est le mondialisme qui, à partir des années 70, a ouvert les frontières, a permis l'arrivée massive de personnes issues de l'émigration ou même de terroristes qui passent entre les mailles du filet, qui met en place le laxisme judiciaire, qui laisse des zones de non-droit s'établir. Et ensuite, le deuxième étage de la fusée, c'est quand on atteint une masse critique, on va mettre en avant justement les faits divers, les attaques, etc., pour exciter la population, pour créer une espèce, je parlais tout à l'heure de la guerre civile aux États-Unis, en France, on cherche à faire la même chose. Et qui sera le gagnant de ça ? C'est ce que j'expliquais récemment sur les réseaux sociaux, ça sera l'État qui se place toujours en arbitre, et ça sera les mondialistes qui vont pouvoir mettre en place une société de surveillance en disant « Regardez, c'est le chaos qu'on a nous-mêmes créé », et les gens vont demander la mise en place de cette société de surveillance pour se protéger. Donc c'est vraiment la technique du pompier pyromane. Et en faisant ça, en fait, on empêche les gens, on les perturbe, on les distrait et on les empêche de toujours se concentrer sur les vrais responsables des problèmes. Cette société de surveillance, justement, elle va continuer avec les JO de Paris. On le sait qu'il y aura de la reconnaissance faciale. Le tout sous couvert évidemment de sécurité et de lutte contre le terrorisme. On en a parlé notamment à la mairie de Paris, mais l'organisation Amnesty International dénonce une surveillance de masse assistée par l'intelligence artificielle. L'Assemblée a cependant cantonné la période d'application de cette technologie au 31 décembre 2024. Donc, si c'est pour notre sécurité, pourquoi l'Assemblée nationale limite-t-elle dans le temps cette application qui est censée être bonne pour la société ? Mais c'est ce que je vous disais au début de cet entretien, c'est le gradualisme, c'est-à-dire c'est la stratégie des petits pas. On avance petit. Cher à Jean Monnet. Voilà, exactement. Cher à Jean Monnet, père de l'Europe, et c'est ce qu'on a vu avec le Covid. Le Covid, il ne devait pas y avoir de passe sanitaire, il ne devait pas y avoir de contrôle. Moralité, c'est ce qu'on a eu quelques mois plus tard, et là, ça sera la même chose. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est important, non pas de s'intéresser aux faits, mais aux tendances. Quand on comprend les tendances et les objectifs, on comprend en fait vers quoi on avance.
petit à petit, en fait, les faits deviennent une ligne en pointillé. On voit vers quoi on se dirige. Et à chaque fois, bien sûr, ça sera présenté pour votre bien, pour votre sécurité. Et avec cet effet pervers que j'ai évoqué il y a quelques instants, c'est-à-dire on crée le chaos pour que les gens demandent eux-mêmes les mesures qu'on avait prévu de mettre en place dès le départ. Donc vous voyez, là, actuellement en France, on est en train de préparer l'opinion publique avec la mise en avant de tous ces crimes, ces attaques, etc., à ce que les Français, pour regagner de la sécurité, demandent ça. Et même, on peut même imaginer avec plusieurs coups d'avance qu'on ait dans quelques années pour les prochaines présidentielles un candidat qui serait en fait un candidat mondialiste qui dirait « moi je vous promets de résoudre tous ces problèmes, de vous ramener la sécurité, etc. » Et donc les Français se diraient « mais formidable, enfin quelqu'un qui va résoudre les problèmes ». Donc tout ça, ce sont des stratégies et c'est pour ça qu'il est important de comprendre comment le système mondialiste fonctionne pour ne plus se faire piéger. Est-ce que vous parlez dans vos travaux, Stanislas Berthon, de cette notion d'opposition contrôlée ? Justement sur l'avènement des populismes en Europe, n'est-ce pas pour le mondialisme une manière de mettre en avant cet aspect sécuritaire ? Oui, mais exactement. On l'a vu là tout récemment avec le candidat argentin qui a défrayé la chronique. Javier Milei. Voilà, qui était un populiste qui promettait énormément de choses et qui, sur bien des points, 24 heures après, a complètement tourné kazakh, a laissé tomber certains points de son programme et qui en effet, ce populisme qui en fait, ou même Meloni, on peut citer le cas de Meloni en Italie. Oui, Alain Minc disait récemment qu'elle avait rejoint le cercle de la raison. Oui, mais alors la question c'est... Après son élection, bien sûr. Voilà, mais la question c'est est-ce qu'elle n'était pas dans ce cercle de la raison dès le départ et qu'en fait, elle a tout simplement dit ce qu'il fallait dire pour être élue, soupape de sécurité pour donner l'impression à l'opinion publique que quelque chose est en train de se passer et en fait, au final, retourne à ce qui était le plan dès le départ. Donc c'est pour ça, en effet... Ça avait été peut-être aussi le cas avec en Grèce, avec M. Tsipras. Oui, alors M. Tsipras, c'est quand on lit alors notamment les mémoires de M. Varoufakis, qui était son ministre des Finances, qui a décrit, il y a quand même eu des menaces. Là, c'est clairement la CIA qui lui a fait pression sur Tsipras en lui disant que s'il ne faisait pas ce qu'on lui dit de faire, il risquerait d'avoir des problèmes. Donc, si vous voulez, c'est toujours les facettes du mondialisme. C'est-à-dire que si on ne peut pas soudoyer les gens, on les fait chanter, notamment avec chantage sexuel, etc. Et si on n'arrive pas avec ça encore à les faire tomber, là, on les élimine. Donc en fait, c'est aussi pour ça, j'aurais pu le dire au début de notre entretien, le mondialisme, c'est aussi une mafia qui utilise des techniques de mafieux et qui rackette les populations, notamment avec cette dette qui est justement qui est payée par l'impôt. Et en fait, c'est aussi une forme de racket déguisée. Sur le plan institutionnel, vous dites qu'il est évident que le régime actuel, que notre régime, la Ve République, est condamné. Qu'est-ce qui bloque concrètement aujourd'hui ? Ce qui bloque aujourd'hui, c'est qu'on est dans une situation où il y a encore beaucoup de Français qui n'ont pas vraiment compris ce qui se passe. C'est-à-dire, pour éviter justement que ça soit le chaos, il faut qu'il y ait une masse critique de Français qui aient envie que les choses évoluent. Mais là, aujourd'hui, il y a encore des gens qui vont trouver une majorité qui va trouver que Emmanuel Macron est un bon président. Majorité relative. Oui, mais qui est relative. Mais le problème aussi, c'est que c'est la question de l'alternative. C'est-à-dire ce que craignent les gens aujourd'hui, c'est justement le chaos, c'est la perte de leur niveau de vie. On sait qu'on est dans une population où il y a aussi énormément de retraités. Et la question, c'est la stabilité des marchés financiers. Et quelqu'un comme Emmanuel Macron le sait, ça. Donc, joue de ça. Donc, il y a un blocage du point de vue de la population qui préfère peut-être des fois sacrifier à le long terme pour sauver ce qui peut l'être sur le court terme. Après, il est clair qu'avec ce qui s'est passé, notamment avec le Covid, vu les niveaux d'endettement, vu les révélations chaque jour plus nombreuses sur la corruption et l'incompétence de nos dirigeants, en fait, on est dans une situation qui est véritablement explosive. L'incompétence de nos dirigeants ou, comme vous le disiez en introduction, l'exécution d'un agenda, vous citiez l'agenda 2030. C'est quoi ? C'est de l'incompétence ou de la corruption ? Alors, c'est les deux. C'est-à-dire qu'il faut aussi savoir que les gens qui sont choisis pour être sur les têtes d'affiche sont des acteurs qui lisent un script que d'autres leur fournissent. Mais ils sont sélectionnés aussi pour leur capacité à être des gens qui ne se posent pas trop de questions. C'est-à-dire que si c'était des gens véritablement brillants, ils auraient un esprit critique sur certaines choses. Peut-être qu'ils auraient même un désir d'autonomie qui serait très grand. Et d'ailleurs, on voit qu'à chaque fois qu'il y a eu des gens qui ont eu envie, comme par exemple un Kennedy, peut-être un peu un Nixon sur certains points, qui ont eu envie un peu de retrouver une autonomie, de ne pas suivre
suivent la feuille de route, tout de suite, ils ont été neutralisés d'une manière ou d'une autre. Donc il faut des gens qui soient prêts à être corrompus, mais qui soient aussi dociles d'une certaine manière, parce que quelqu'un avec trop de caractère, il devient gênant et on lui rappelle qui est le patron, quoi. Alors face à cette corruption, justement, c'était au moment des Gilets jaunes. Certains membres des Gilets jaunes ont proposé la solution avec un retour à la démocratie directe. C'était ce qu'ils appelaient le référendum d'initiative citoyenne. Est-ce que vous allez dans le sens des Gilets jaunes à une démocratie directe totale? Alors, totale, sur certains points, oui, notamment au niveau local, ça je pense que ça a du sens. Après, la démocratie totale, ça me semble une utopie et j'invite les... On a déjà totalement oublié l'utilisation du référendum. Le dernier, c'était en 2018 et il a été trahi avec le traité de Lisbonne. Exactement, parce que déjà, l'idée, d'ailleurs, il faut rappeler, avant d'aller sur la suite, que l'idée d'un rapport plus direct entre le pouvoir et le peuple, c'était l'esprit de la Ve République. C'est ce que voulait De Gaulle pour contourner le régime des partis, ce lien direct entre le chef d'État et le peuple. Donc aujourd'hui, on dit aux gens, on va faire la démocratie directe, ça sera le RIC, etc. Mais ça, je me demande si c'est pas justement une nouvelle entourloupe et si c'est pas aussi en fait une forme de démagogie qui permettra justement de manipuler encore le peuple d'une autre manière. Je m'explique, parce que déjà, il y a plusieurs choses. C'est vous et moi, nous le savons, travailler sur les questions politiques, ça demande énormément de temps. Il faut faire quasiment ça à temps plein. Donc, est-ce qu'on peut déjà demander au peuple de se prononcer sur énormément de sujets, sur beaucoup de sujets? On voit l'exemple de la Suisse. Moi, j'ai fait beaucoup de conférences en Suisse ces derniers temps. J'ai posé des questions. Bon, la plupart des gens, en fait, prennent des décisions aux votations qui sont nombreuses. En fait, ils votent. Je dirais, ils n'ont pas le temps matériellement de creuser tous les sujets. Ils votent selon ce qu'ils entendent dans les médias, etc. Ce qui m'amène à la deuxième question. C'est que mettre une démocratie directe, d'accord, mais qui va contrôler les outils qui façonnent l'opinion publique ? C'est-à-dire que c'est ça la vraie question. C'est quels sont les outils médiatiques, stratégies d'influence qui vont manipuler la masse. Parce que justement, comme les gens n'ont pas le temps, ils travaillent, ils ont une famille, pour se faire leur avis, ils ont 10-15 minutes ce qu'ils entendent à la radio, ce qu'ils ont lu, etc. Donc en fait, dans une démocratie, ou même une démocratie directe, c'est les gens qui contrôlent ces outils-là, qui contrôlent pourquoi va voter le peuple. Donc ça, c'est une première chose. Et on sait que la démocratie, d'ailleurs, représentative, a été conçue comme un moyen de cacher justement le vrai pouvoir de l'oligarchie, qui elle contrôle les outils d'influence. Donc ça, c'est la chose. Mais derrière, je voudrais donner cette clé-là aux spectateurs de TV Liberté, c'est de dire qu'il y a une vision profondément religieuse et philosophique, et avec deux visions qui s'opposent. C'est-à-dire que quand on dit le peuple, ça va être formidable, donnons le pouvoir au peuple, le peuple a bien voté, c'est la vision qui est celle des mondialistes et qui est celle, en fait, des Lumières, qui est de dire l'homme est bon par nature. C'est la vision de Rousseau. L'homme est bon par nature, donc le peuple est bon par nature, et en fait, c'est le système qui est mauvais. On va changer le système et tout va aller pour le mieux. À cette vision-là, moi je préfère la vision qui est plus réaliste, qui est celle du chrétien, qui est de dire attention, l'homme est mauvais par nature, il est marqué par le péché originel, il a une nature déchue, et c'est parce que l'homme est mauvais par nature qu'il faut des garde-fous. Et il faut notamment des garde-fous religieux. Moi, je dis toujours que le meilleur contre-pouvoir, c'est la crainte du jugement de Dieu. Et que si on n'a pas des gens qui exercent le pouvoir, qui sont des chrétiens, et qui pensent vraiment qu'il y a une transcendance, qu'il y a quelque chose au-dessus d'eux, et qu'il y a quelque chose au-dessus d'eux auquel ils vont devoir rendre des comptes, ça, là, on est sûr que si on n'a pas ça, on aura des dérives. C'est-à-dire que je pense que le vrai contre-pouvoir, il ne doit pas être cherché dans des créations humaines institutionnelles, il doit être cherché au cœur de chaque homme, et c'est pour ça que dans mes livres, j'explique qu'il faut que nous rechristianisions la France et que nous ayons une élite qui redevienne chrétienne. Et ça, pour moi, c'est une meilleure solution que de chercher à construire des systèmes dans lesquels il y aura toujours des hommes, et des hommes qui seront faillibles. Alors justement, la dimension spirituelle, vous y êtes attaché, Stanislas Berthon, mais vous dénoncez l'aveuglement des Français. Les prophètes avertissent, dites-vous, mais les peuples n'écoutent pas. C'est qui aujourd'hui? Où sont les prophètes de notre temps? Alors, on n'a pas besoin. S'ils existent. On n'a pas besoin d'aller les chercher aussi loin, enfin d'aller chercher maintenant, parce qu'on a eu des prophètes de longue date qui ont dit tout ce qu'il y avait à dire. Il y a l'évêque Saint-Rémy notamment qui disait que dans son testament, donc au 5e siècle, que celui qui a baptisé Clovis. Clovis, exactement, qui disait que tant que les Francs, donc le peuple franc, resterait fidèle à l'Église, eh bien, il serait couronné de gloire et de succès, et qu'il serait, je cite, rudement châtié à chaque fois qu'il faillirait à sa vocation. Donc on a été avertis, on a diverses apparitions, mariages, je pense notamment à la Salette, où on a eu des avertissements très clairs, notamment de la Sainte Vierge Marie, qui disait que, je cite la Sainte Vierge Marie, « Je ne peux plus retenir le bras de mon fils », que la France était devenue pécheresse et serait à ce titre
punies, et des visions terribles. Paris détruite, Marseille engloutie, sont des choses vraiment, vraiment très très dures. Donc il y a ça, mais je voudrais faire un parallèle pour expliquer, c'est le statut particulier du peuple français. C'est-à-dire qu'on a dans l'Ancien Testament quelque chose qui est très dur pour le peuple hébreu, il y a aussi tous ces prophètes qui avertissent le peuple hébreu, le peuple de l'Ancienne Alliance. Et qui ont mal fini d'ailleurs, voilà, pour la plupart. Les prophètes ont été mal finis, ont très mal fini. Il y a Isaïe, il y a Ézéchiel qui disent au peuple hébreu, mais vous n'êtes pas fidèle à la parole de Dieu, vous n'êtes pas fidèle à l'alliance d'Abraham, donc changez vos façons de faire, retournez vers Dieu, obéissez aux commandements, ça va mal finir pour vous. Le peuple hébreu n'a pas écouté, c'est pour ça que Dieu a envoyé le Christ pour créer une nouvelle alliance qui serait cette fois-ci pas limitée à un seul peuple, mais à tous les hommes. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, donc, il y a une partie du peuple hébreu qui s'est converti, et il y a une peuple qui est resté fidèle à son... Enfin, pas fidèle, parce qu'il aurait dû se convertir pour rester fidèle. Et donc, après, il y a eu cette ouverture, et parmi tous les peuples du monde, il y a le peuple français, si on prend un anachronisme, qui était Clovis était le premier chef d'État à se convertir. Donc, il y a cette destinée très particulière du peuple français, fille aînée, France, fille aînée de l'Église, avec cette transition de la royauté davidique à la royauté française. Et en fait, là encore, la France a un rôle particulier à jouer. Et donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les Français ont renoncé à ça et qu'ils sont en train de faire comme le peuple hébreu de l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'il y a les prophètes, il y a même la Vierge Marie elle-même qui leur dit « Peuple français, vous faites mauvaise route, revenez à Dieu, revenez à ses commandements ». Les Français n'écoutent pas, eh bien, qu'est-ce qui va leur arriver ? Ils seront peut-être rudement châtiés, comme le disait l'évêque Saint-Rémy. On ne le souhaite pas, et c'est pour ça que pour 2024, moi je souhaite que les Français reviennent massivement au Christ. C'est la fin de cet entretien avec vous, Stanislas Berthon. Comme d'habitude, je vous incite à nous laisser vos commentaires, à partager cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne pour un meilleur référencement sur Internet. Merci à vous, Stanislas Berthon. Quant à nous, on se retrouve en 2024. Bonne fête, bonne année et à la rentrée.